tous, je suis ravie de vous retrouver, c'est l'heure de votre rendez-vous. La Semaine Éco s'intéresse au rôle des commissaires aux comptes dans la sphère microéconomique. Quelle est leur responsabilité par rapport à la bonne santé des entreprises économiques privées et publiques? Est-ce qu'ils remplissent leur rôle? Garantissent-ils l'équilibre des comptes des entreprises algériennes? Les invités d'Imam Khmissi vous éclairent sur ce sujet ce mercredi à partir de 20h45 sur Canal Algérie. Amis de la bonne et belle lecture, bonsoir et merci de nous être fidèles, merci d'être avec nous. Ce soir, notre invité, Lazhari Labter. Bonsoir Lazhari. Bonsoir Youssef. Ça va? Oui, très bien. Bon, parfait. Alors nous allons parler ce soir de votre ouvrage intitulé L'Arwat, la ville assassinée ou le point de vue de Fromentin. On va voir pourquoi. Fromentin. Un ouvrage préfacé par notre ami Dahwa Djadbel, que nous saluons. Et nous saluons par la même occasion la très grande revue Naqd, qui, je l'espère, continuera à avoir le bon vent en poupe. C'est paru aux éditions Al-Hibr. Alors, l'Arwat, c'est votre ville natale. Vous avez mis beaucoup de temps à écrire ce livre, c'est-à-dire pas beaucoup de temps pour l'écrire, mais pour le cogiter, d'après ce que j'ai pu lire dans cet ouvrage, qui est assez inclassable, parce que c'est une évocation et en même temps un essai, et en même temps des témoignages, que nous verrons à la fin. Pourquoi vous avez mis autant de temps à vous y mettre? En fait, cet ouvrage fait suite à un autre ouvrage qui est paru il y a quelques bonnes années aux éditions L'Ikhtilaf et qui s'appelle Retour à la Gouate 1000 ans après Beni Hilal. Oui, je me souviens de cet ouvrage. Ah ben voilà, ouais. On en avait parlé. Et également, il fait suite à un autre ouvrage qui, lui, est beaucoup plus connu et qui s'appelle La cuillère et autres petits riens. Qui a eu un énorme succès. Voilà. 4e édition, je crois. Nous préparons la 4e édition, effectivement. Ouais. Il y a eu 2 éditions algériennes, une édition française, et celle qu'on prépare, ce sera la 4e. Donc, ce sera pour dans quelques semaines ou peut-être quelques mois. Ça dépend de l'éditeur, évidemment. Alors, pourquoi je dis il fait suite? Parce que j'avais depuis toujours l'envie de raconter cette histoire de la Gouate, ce moment particulier. Il faut préciser, ce n'est pas un ouvrage qui porte sur l'histoire de la Gouate. Non. Grand pour moi. Un moment particulier qui est celui de la prise de la ville de la Gouate. Donc sur quelques jours, quelques mois en fait. Donc un moment très très particulier. Et parce que j'ai toujours estimé que, et c'est dommage, mais ce n'est pas le seul, le seul pan ou la seule page de l'histoire de notre pays qui est soit méconnue, soit inconnue, soit ignorée complètement. Totalement. Et c'est une histoire que j'estime être à la fois terrible et en même temps glorieuse. Parce qu'elle lie ou allie entre la résistance de la ville de la Gouate à sa prise en 1852 et après sa prise au massacre qui y a été commis, qu'on peut appeler massacre, génocide, boucherie, crime contre l'humanité, tout ce qu'on veut. Mais le fait est là, c'est que
durant les journées du 3 et du 4 décembre 1852, il y a aujourd'hui pratiquement 166 ans, ma ville natale, la Guatte, a été prise par l'armée française, par les soldats français. On en parlera dans le détail peut-être tout à l'heure. Et cette prise a été sanglante. C'est une ville qui a été assassinée au sens propre du terme. Plus de 2500 massacrés. Absolument. Et le mot n'est pas de moi, il est de Fromentin. Je dirai pourquoi tout à l'heure. Pourquoi assassiner? Parce que simplement, l'un des généraux français a parlé de boucherie. Oui. D'autres parlent de génocide ou de massacre. Parce que quand la prise de la Guatte a eu lieu entre le 3 et le 4 décembre en particulier, sur une population de 4000 habitants, il y a eu, selon les estimations, entre 2500 et 3000 habitants qui ont été les 2/3, massacrés au sens propre du terme, c'est-à-dire les 2/3. Boucherie. C'est une boucherie. Et le peu de personnes qui ont réussi à fuir ne sont plus jamais ou sont revenus des années plus tard, sont retournés à la ville. Donc ils ont quitté la ville en allant vers le Grand Sud, donc à travers les Dayat comme on dit, vers Gardaya, Metlili, Ouargla, Tougourt, etc. Le peu qui est resté dans la ville, enfin qui n'a pu rien faire, et essentiellement ce sont des femmes, des adolescents et voilà, des femmes, des adolescents et des vieillards. Ceux-là ont été faits prisonniers, il y en avait 500 exactement, faits prisonniers et traités pendant des mois, pendant des semaines et des semaines, traités comme du bétail. Alors, ce qui est incroyablement méconnu, c'est que à un moment donné, quand il y a eu 1830 pardon, la colonisation, etc., dans le Nord, bon, à un moment donné, Bugeaud se dit, évidemment le gouvernement français de l'époque, se dit, bon, on ne s'est pas encore attaqué au Sud, hein, on va commencer à préparer les plans, parce que c'était bien préparé. Hein. Oui, qu'est-ce qui nous intéresse dans le Sud? On sait qu'il y a une ville qui s'appelle Larouat, et qui est un carrefour commercial excessivement important, et qui va nous ouvrir les portes du Sud. Mais est-ce que on va commencer une sorte de colonie de peuplement, ou c'est juste pour avoir un point stratégique, hein, qui va nous permettre d'étaler notre colonisation vers le Sud. C'est-à-dire, c'est un premier bastion. C'est ça qui est très intéressant dans la prise de Larouat. C'est que décision est prise bien, presque 1 ou 2 ans avant. Hein, ça n'a pas été un plan comme ça, de décider, tiens, on va aller à Larouat, voir... non. C'est bien décidé, c'est bien calculé. Il y a même dans votre ouvrage, on voit bien, il y a tout un chapitre sur la préparation. Hein, et on se dit, bon... et ensuite, deuxième question, une fois qu'on sera là-bas, qu'est-ce qu'on va en faire de cette ville, hein? On sait que c'est une ville de passage, hein, très important, de commerce, hein, et un point stratégique. Mais après, qu'est-ce qu'on va en faire? Bon, là-haut, dans le nord, on sait. Hein, mais dans ce sud profond, on ne sait pas. C'est, en fait, parce qu'au début de la colonisation française, bon, on s'en fichait un petit peu du sud. Hein, on se disait, bon, c'est pas notre prime intérêt, le sud. Mais d'un coup, on a commencé à réfléchir, on s'est dit, oh là, on va les pousser un peu plus loin. Et c'est ça, le grand intérêt de votre ouvrage, c'est de nous montrer pourquoi, y compris dans la mémoire de notre histoire, la prise de Larouat, l'importance de Larouat a été totalement mise de côté. On ne l'apprend pas, on ne sait pas. Moi-même, personnellement, j'ai appris énormément de choses dans votre ouvrage, parce que j'ignorais totalement que ça s'était passé ainsi. Je pensais que Larouat était une ville qui avait été colonisée, je dirais, tranquillement. Non mais c'est vrai, hein. Autant
on connaît Zaatcha, ça, bon, c'est resté Constantine, très, parce que ça a été une ville totalement rasée, et c'est resté dans les mémoires. Mais quand on parle avec un Algérien, aujourd'hui, hein, je ne parle pas d'un adolescent, hein, je parle même de quelqu'un qui a un certain âge, on lui dit est-ce que tu connais la prise et le massacre de la Rouat? On va dire ah bon, il y a eu une prise de la Rouat, et vous la comparez à juste titre avec la prise d'Alger. C'est-à-dire la prise d'Alger c'est le nord, la prise de la Rouat c'est le sud. C'est exactement ça, en fait. Et pour abonder dans le même sens de cette méconnaissance de notre histoire, ou bien de pages, ou de pans, ou de parties de notre histoire, qui reste d'ailleurs à écrire, que ce soit des villes, je cite un exemple, c'est celui de Ain Salah. Oui. Ain Salah, il y a eu une bataille mémorable en 1901, entre les Français et les patriotes, avant que la ville ne soit prise. Et les Français ont payé un lourd tribut, mais ils ont commis également des massacres sur les habitants de Ain Salah avant de la prendre. Et cette histoire n'est pas connue du tout. Il n'y a aucun écrit là-dessus. Tout ce que nous avons, c'est... Enfin, il y a des choses éparses comme ça, mais je veux dire, il n'y a pas quelque chose de structuré. Tout ce que nous avons, c'est le fameux cimetière à l'entrée de Ain Salah, en allant vers Inghar. C'était, parce qu'ils les ont enterrés aujourd'hui, c'est devenu un cimetière de Chouhada. Mais dans les années 70, on pouvait encore voir, à 10 km de Ain Salah, dans la direction de Inghar, un immense cimetière où les patriotes qui se battaient contre l'invasion française, contre la prise de leur ville, et qui ont été tués, sont tombés et sont restés sur place, momifiés. Je dis bien momifiés, c'est-à-dire qu'on pouvait aller dans ce cimetière et se balader, si je puis dire, c'est-à-dire en tournant, on voyait à tel endroit un patriote qui est tombé, son cheval est intact plus d'un siècle après, ses habits sont là et son visage est là, je veux dire, tel qu'il est tombé, tel qu'il est resté. Et tous les patriotes qui étaient tombés étaient comme ça. En fait, ils ont été momifiés parce que l'endroit où ils sont tombés est un endroit, qui évite la décomposition du corps. Donc vraiment, c'est des momies que nous avons. Ce sont des patriotes qu'on voit comme ça, vivants, avec leurs vêtements, etc. Les selles de chevaux sont là, les poils des chevaux sont là. Et à chaque fois, et c'était à ciel ouvert, à chaque fois que le vent se levait et découvrait les cadavres, on les voyait et on pouvait prendre. À chaque fois que le vent revenait dans l'autre sens, il couvrait les dépouilles des patriotes qui sont tombés. C'est un exemple. Il y en a plein comme ça en Algérie qui restent à découvrir ou à faire connaître. Je ne suis pas surpris quand vous me dites que vous découvrez ça. Vous n'êtes pas le seul. Et il n'y a aucune honte à le dire, parce que notre histoire n'est pas encore connue dans sa totalité et n'est pas enseignée encore comme il faut. Il y a encore du travail à faire. À part les habitants de la ville de la Gouatte, et pas tous, qui ont une idée de cette histoire plus ou moins juste, plus ou moins en fonction des lectures, en fonction des transmissions orales de ce qu'ils ont entendu, mais qui ne le connaissent pas dans les détails. Les habitants de la Gouatte et des environs, hein, évidemment. À chaque fois que je rencontre des gens qui ont lu ce livre, ils sont surpris en me disant « mais c'est pas possible, ça s'est passé chez nous, en Algérie ». Dahou Jerbal en personne, quand je lui ai soumis le manuscrit, qui est un grand historien, qui connaît très bien l'histoire de ce pays, m'a avoué qu'il était surpris par l'ampleur de ces massacres, qu'il ignorait un certain nombre de choses. Ah oui, non, c'est pas quelque chose qui est dans ce qu'on appelle le roman national, le roman historique en Algérie, est quelque chose qui est mis en exergue en disant, bon, 3/4 de la population de la Rouat, en 1952, a été massacrée et passée au fil des baïonnettes, brûlée. Carrément. Tout à fait. On a éventré des bébés. Enfin, ça a été vraiment un génocide. Moi, je l'ai appelé génocide. Évidemment, il faut s'entendre sur les termes et certains contextes, parce que crime contre l'humanité, c'est très cadré. On rentre dans tel ceci, génocide et ainsi de suite. Peu importe les mots.
nous avons devant nous, nous avons devant nous l'histoire d'une boucherie, au sens propre du terme, commise par des généraux français en l'espace d'une journée contre Une journée. Une journée. Oui, une journée. C'est incroyable. Le 4 décembre, entre le 3 et le 4. Mais je dis une journée, mais en revenant à ce que vous disiez tout à l'heure, qui est tout à fait vrai. Les limites de la colonisation à ce moment-là s'arrêtaient à Médéa. C'est ça. D'ailleurs, les troupes françaises sont parties de Médéa. Enfin, une partie. Une partie, tout à fait. L'autre d'Oran, de Mascara, et ainsi de suite, sont passés par différents endroits pour se regrouper. Enfin, ils se sont regroupés, ils se sont retrouvés tous le 3 décembre 1852 sous les remparts de la ville, à quelques kilomètres de la ville, dans le lit de l'Oued-Mzi, d'où ils voyaient la ville, ses remparts, ses tours, etc. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est comme l'histoire de l'éventail, le coup d'éventail pour Alger. C'est vraiment une légende, c'est une fumisterie. Il est vrai que la prise s'est faite assez rapidement. Il y a de quoi. C'est 6 000 hommes surarmés, avec les armes les plus modernes de l'époque, conduits par plusieurs généraux et des officiers sortis des grandes écoles françaises, face à une population de 4 000 habitants qui étaient à l'intérieur de remparts. Dont la plupart des combattants étaient des adolescents. Mais ceux qui la défendaient, c'était entre 800 et 1000 personnes, sous la direction de Ben Nasser, dont on parlera tout à l'heure, mais qui étaient mal armés, ou pas armés du tout. Qui n'étaient pas formés pour la guerre. Tout à fait, qui n'étaient pas des soldats, mais de simples citoyens, et qui étaient armés, quand ils les avaient, de mousquetons, mais le reste, c'était des bâtons, des pelles, des pioches, et je ne sais pas quoi encore, et beaucoup d'adolescents parmi eux. Donc, que pouvaient faire 800 personnes quasiment désarmées contre une armée de 6 000 personnes qui avaient les armes les plus modernes, y compris les canons. Donc, cette histoire de l'attaque de la Gouette le 3 et le 4 décembre, il faut revenir en arrière et dire qu'elle a été minutieusement préparée depuis de très longues dates. Depuis les toutes premières expéditions, notamment l'expédition de mai-juin de 1846, si mes souvenirs sont bons. C'était le général Youssouf. Non, pas Youssef, c'était avant lui, pas du Baraï, c'était l'autre général qui était venu, qui a étudié, il nous a laissé un livre, ça s'appelle Expédition de la Gouette, et qui nous a laissé les cartes, il nous a laissé études des populations, de la faune, de la fraude, les moindres détails dans un rapport qui est dedans. J'ouvre juste une parenthèse par rapport à ce livre particulier, c'est vrai. En fait, j'ai adopté une démarche où je raconte une histoire à travers des faits historiques et précis, et en partie romancée, parce qu'on ne sait pas tout, on en parlera tout à l'heure. Et à la fin, je donne toujours des annexes pour amener le lecteur à aller plus loin. C'est exactement ce que j'ai fait dans Hayziya. J'ai écrit le roman de Hayziya, et après j'ai donné tout ce qui a été écrit sur Hayziya, les poèmes, les traductions, etc. etc. C'est une approche personnelle pour dire, voilà, on peut ceci et cela. Donc je reviens à mon sujet. Tout a été préparé de manière minutieuse, jusqu'à l'arrivée de Youssef, le fameux général Youssef, qui est arrivé, lui, au mois de novembre, donc avant la prise de la ville. Il arrive à Djelfa, qui est distante de 100 km de la Gouette. Et il va construire un borge, une tour, en fait, il va construire une sorte de palais, qu'on appelle Dar al-Baroud, en fait, la maison du feu, si on peut dire, qui va servir à la fois de poste d'observation et en même temps de lieu où on peut accumuler la poudre et les armes pour pouvoir, une fois l'expédition décidée... C'est une base militaire. C'est une base militaire, être prêt. Pour préparer... Et c'est ce qui se passera. C'est-à-dire quand la décision est prise par Alger pour prendre la ville de la Gouette, les armées vont affluer d'Oran, de Mascara, de Médéa, sur la conduite de différents généraux, Youssef évidemment, Pélissier, comment il s'appelle, du Baraï, et ainsi de suite. Et ils vont se retrouver entre le 21 novembre et le 2 décembre sous les remparts de la ville de la Gouette et se préparer à l'attaque de la ville. Alors, vous savez, dans votre ouvrage, à un moment donné, vous
vous nous donnez à voir, bon, malheureusement, elles sont mal... Ah oui, des images, des photos. Non, je ne parle pas des photos. Des cartes. Des cartes de géographie. Vous savez, ça me rappelle la fameuse phrase de Lacoste, vous savez, l'historien géographe, qui disait: à quoi sert la géographie? À faire la guerre. Bon, alors, j'aimais bien que vous ayez à inclure ces cartes, parce que avant, justement, c'est là où on voit la préparation, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre une ville ou conquérir un territoire sans connaître... La fleur au fusil, non. Oui, sans connaître le terrain. Et le terrain, c'est qu'on commence à dresser des cartes, ce qu'on appelle aujourd'hui des cartes d'état-major. C'est pas pour rien qu'on n'a pas ça, des cartes d'état-major. Alors, ça veut dire quoi, les cartes d'état-major? Les chemins qu'il faut emprunter, les WED, les monticules, comment mettre, où placer ses canons, etc. Jusqu'où on peut aller, dessiner la ville. Il y a eu certainement des espions qui sont venus, qui sont rentrés dans la ville pour voir les fortifications, parce qu'ils connaissaient très bien tout ça. Il y a eu des traîtres aussi de l'intérieur. Il y en a eu même un fameux. Le fameux Ben Salem. Entre autres, oui. Bon, il y a toujours, évidemment, ce qu'on appelle des collabos. Hein. Oui, c'est collabos plutôt que traîtres, oui. Oui, c'est les bons collabos, on leur donne quelques miettes, on leur donne des titres honorifiques. C'est ça, Khalifa et autres. Beaucoup d'argent, du pouvoir, et puis on a la musique. Mais ça veut dire que c'était un plan bien mûrement réfléchi, pas une sorte de coup de tête de Bugeaud et du gouvernorat d'Alger pour se dire: tiens, on va aller se faire une balade de santé du côté de l'Arwat. Ils savaient, ils savaient très bien qu'ils allaient trouver comment on appelle ça, une résistance assez féroce. Pourquoi ? Parce que ils avaient lu l'histoire. Ils savaient déjà que les Ottomans avaient eu quelques... à deux reprises. Le dé de Titri et autres avaient été balayés. Oui, tout à fait. Qui ont essayé de lever l'impôt à 2 reprises, mais en fait, qui ont été battus à plate couture sous les remparts de la ville. Mais pas que, les Marocains également. Les Marocains également. Alors, donc, ils avaient déjà l'expérience. Enfin, quand je dis les Marocains, c'est pas les Marocains d'aujourd'hui. On parle de l'époque. Mais même les troupes françaises, Youssouf, une des premières tentatives d'expédition a totalement échoué. Donc, ils connaissaient la musique, si je peux me permettre. Tout à fait. Ils se sont dit, ça ne va pas être facile. D'où le fait de faire joindre plusieurs corps expéditionnaires et d'arriver jusqu'à 6 000 hommes. C'est-à-dire que pour prendre une ville de 4 000 habitants, où on sait qu'au maximum, sur 4 000 habitants, il va y avoir maximum 1000 qui vont se battre, soit fusil, soit sabre à la main. Bon, on ramène pas 6 000 hommes. Quand on a des canons, quand on a des armes modernes, et quand on a des soldats aguerris, qu'ils soient spahis ou qu'ils soient avec des généraux... Tirailleurs de spahis, tirailleurs d'Afrique, Zéphyr, c'est-à-dire l'élite de l'armée française. Ah oui, en fait. c'est-à-dire aujourd'hui ce qu'on appellerait des corps d'élite. C'est des corps d'élite qui... Et avec des généraux qui, eux, ont derrière eux des zouaves, et qui ont des généraux qui ont, eux, derrière eux, des campagnes militaires fameuses, et donc ils connaissent, là aussi, ce qu'on appelle une vraie stratégie militaire. C'est pas... Tout ça, ce n'est pas... On a l'impression que, bon, on veut aller on n'a qu'à envoyer 500 fantassins, puis tout, ça va être une balade de santé. C'est ça. Pas du tout. On savait très très bien que ça allait être compliqué, difficile, d'où l'idée que vous donnez dans votre ouvrage, des ordres qui ont été donnés par Bugeaud et ensuite par Pélissier, massacrez-les tous. Pas de quartier, parce que on s'en sortira pas. C'est-à-dire, on ne va pas juste tenter de prendre la ville et puis épargner les civils, etc. Pas du tout. C'était pas ça les ordres qui étaient donnés. C'était qu'on en finisse. Alors, une autre idée que j'aimerais que vous développiez, Lazaï Lapter, c'est cette idée très intéressante, c'est qu'après ce fameux 4 décembre 1852, quand il y a eu la prise, c'est comment
le gouvernorat d'Alger et même Pélissier se sont posé la question, qu'est-ce qu'on va en faire? Que faire de cette ville? Ouais, qu'est-ce qu'on va faire de cette ville? Et le reste de la population, on les déporte, on rase la ville, on la garde. Ça m'a paru excessivement étrange. Il faut dire que sur la question de l'expédition et de la préparation bien avant, que ce qui gênait le plus dans cette région et dans cette ville en particulier, je dis ville, mais en fait il faut imaginer à l'époque c'est un qsar, hein, le qsar de l'Aghouat, le qasr, c'est entouré de remparts, mais on ne racontera pas l'histoire de la création de la ville, ça remonte à très très loin, puisqu'on a évoqué tout à l'heure Ibn Khaldoun, mais pas seulement l'Ayyashin, Nasiri et l'Akhiri. Donc, le nom même de la ville oui, bien sûr. est à chercher encore. Tout à fait. Ils savaient, parce que ce qui les embêtait à l'époque, on ne savait pas qu'il y avait du gaz et du pétrole dans le Sahara, donc ce n'était pas ça le problème. Ce qui les embêtait, c'est en fait la rébellion. La rébellion historique de la ville et la rébellion d'un certain nombre de chefs, de résistants, de patriotes, dans le sud et à la Guadeloupe en particulier. Alors, je citerai deux, c'est Mohamed Ben Abdallah qui a levé les troupes à Ouergla et donc qui levait les populations contre la présence française, et une autre figure historique qui est Ben Nasser Ben Chouhara, qui n'est pas, lui, de la ville de la Rouate, mais qui est de l'Arba, c'est-à-dire c'est les nomades qui vivaient en harmonie avec les habitants de la Rouate, parce qu'il y a toujours eu, depuis toujours, des relations très étroites et une collaboration très intelligente entre les nomades et les citadins. Et Ben Nasser Ben Chouhara était une des figures de la confédération de l'Arba, ces grandes tribus, comme les Ouled Naïl d'ailleurs. Et cette rébellion, les Français savaient son importance et avaient peur qu'elle fasse tache d'huile et qu'elle finisse par rejoindre les rébellions qui avaient lieu ailleurs. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard que Ben Nasser Ben Chouhara prépare à toutes les batailles pratiquement qui se sont passées en Algérie, de Zaatcha, Ouled Siti Cheikh, les batailles de Ouergla, de Tougour, d'Umzab, etc., etc. Donc toute cette agitation, si je puis dire, embêtait les Français. Donc ils savaient très bien que pour mettre un terme à cela et qu'ils soient tranquilles, il fallait prendre cette ville. Et ils vont tout faire, tout préparer, tout mettre en œuvre pour la prendre. Et le problème, c'est que quand ils la prennent, et après le massacre, le massacre de ses habitants, la question va se poser pour Pélissier, parce qu'il n'avait pas comment dire, les hommes nécessaires pour la garder. Oui. Parce qu'il y avait 6 000 hommes, 6 000 soldats, mais ceux-là n'étaient pas venus pour rester à la Guadeloupe. Il fallait qu'ils retournent à leur casernement et les lieux où ils étaient stationnés, notamment Mascara, Médéa, etc., Oran. Et là, une fois que les troupes retournent, ils se retrouvent à se poser cette question, qu'est-ce que je vais faire de cette ville, de cette prise, tout en sachant son importance. Et là, il a une réponse qui est absolument terrible. Il propose à Alger, c'est-à-dire au gouvernorat général de l'époque, donc au général Rondon, il propose ce sont ces termes, donc je cite, de raser la ville entièrement la ville et d'en disperser les derniers habitants. Il voulait les envoyer au Jbel Amour, du côté de Aflou-Tiaret. C'est exactement ce qu'il propose. Non seulement il le propose, mais il commence à la raser, puisqu'il va charger les soldats de dynamiter les maisons et commence à dynamiter les domiciles, les demeures qui sont restées, qui étaient vides, hein, c'était fantomatique, il n'y avait plus rien. Et il commence à couper dans les jardins, à raser les arbres et les palmiers. Je le dis, jusqu'à aujourd'hui, quand on va à la Guadeloupe, qui est une ville divisée en nord et en sud par le Jbel Tisgrarin. Quand on va dans cette ville, on a ce qu'on appelle le Mgatta al-Ghibli, c'est-à-dire le côté sud, le passage du côté sud, et le Mgatta al-Dahraoui, le passage du nord. Et ces deux avenues, si je puis dire, sont les témoins. Mgatta de Gatta, il a commencé à couper, ce sont les témoins aujourd'hui du commencement de la tentative de commencer à démolir, à couper
les jardins et les arbres pour en faire une ville morte. Et il se dit, en faisant ça, nous serons tranquilles. Heureusement, l'ordre arrive d'Alger, l'ordre colonial évidemment, pour des intérêts auxquels lui n'avait pas pensé, mais eux, en tant que stratèges et en tant que, vous voyez, avaient imaginé, avaient pris. L'ordre arrive d'Alger pour dire, non, on va vous envoyer des renforts, gardez la ville, parce que cette prise est stratégique. Elle va nous permettre de gagner la totalité du reste du Sud. Et ce n'est pas un hasard si la prise de la Goutte a fait dire à Mangin, le général Mangin, lui a fait dire la prise de la ville de la Goutte a eu autant de retentissement que la prise d'Alger. Chez les Arabes, la prise de la ville de la Goutte en 1852, je précise pour les auditeurs, a eu autant de retentissement chez les Arabes que la prise de la ville d'Alger en 1830. Et il ne s'était pas trompé. Oui. Très vite, à partir de la Goutte, une fois que la ville est prise complètement, qu'on a construit les casernements, que les renforcements, tout le reste du Sahara va tomber très vite. Gardaïa tombe très vite, quelques temps après. Ouergla tombe, Tougour tombe, El Golea tombe, et N'Salah, dont je viens de parler, tombe, la dernière ville pratiquement en 1901. C'en était fini, à partir de la Goutte, tout le sud a été conquis. Alors, il y a aussi l'idée qu'au niveau du gouvernorat d'Alger, Bugeaud, ensuite Randon, se disent, bon, c'est une sorte les dernières poches de résistance qui restent dans le nord, que ce soit est ou ouest, on sait qu'elles trouvent refuge dans le sud. C'est ça le problème. Parce qu'au départ, ils se sont dit, bon, on s'en fiche, le sud, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de richesse, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Mais ce qui les embêtait pour beaucoup, c'était de se dire, bon, ça permet aux dernières poches de résistance de se réorganiser. Et ce qui est très intéressant dans votre ouvrage, c'est quand on voit la réorganisation de la résistance à partir des derniers survivants et des derniers grands chefs survivants du massacre de la Rouat, on voit qu'effectivement, ils avaient raison dans leur stratégie, parce que ça va gagner un petit peu le sud-est, on va remonter presque dans le sud tunisien. Donc ils se sont dit, on va se retrouver tout le temps avec, sur le dos, un problème, et donc on ne pourra pas, au niveau du nord, être tranquille, stabiliser la situation, faire une colonie de peuplement et jouir de toutes les richesses du nord. Tant qu'il y aura le sud, où on trouvera refuge, ça ne va pas aller, cette histoire-là. Alors ça me rappelle une chose. Bon, vous ne l'évoquez pas dans votre ouvrage, mais à un moment donné, l'intelligence du FLN-ALN, c'était de créer cette 6e région militaire dans le sud. Et ce n'est pas pour rien. Où les Français s'étaient dit, quand il y a eu le début de la lutte de libération nationale, les Français se disent, le sud c'est très calme, il n'y a rien, il ne se passe rien là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Il n'y a rien. Puis d'un coup, en 55, c'est ça, 55, a commencé 55-56, ce n'est pas pour rien que l'un des plus grands traîtres, Bellounis et le MNA, se sont beaucoup intéressés au sud, parce qu'ils se sont dit, et oui, c'est vrai qu'on ne peut pas faire grand-chose à cause du terrain, mais ça permet d'avoir derrière une possibilité de repli. C'est ça qui ennuyait le plus. C'était, ils vont pouvoir se réorganiser à chaque fois. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas, parce que chaque fois, ça va rester, ça va rester, ça va rester. Et vous avez raison d'évoquer la bataille de 1901, etc. C'est parce que ça a été dans le Sud où les poches de résistance ont toujours été c'est là d'où c'est pas reparti vers le Nord.
Quand vous parlez du grand patriote qui a défendu la Massa Ouad, Bouchara, oui. oui, il va rejoindre quoi après? Il va rejoindre Mourlane. Tout à fait. Donc il le savait qu'ils auraient toujours ce problème-là. Et le gouverneur d'Alger a eu raison contre Pellissier en lui disant non, 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 tu rases rien du tout. Il nous faut un bastion militaire là-bas. C'est ça. Et dans ce sens-là, tout à fait, la ville de la Guatte a joué un rôle, j'allais dire, très important, un rôle stratégique pour eux. Quand la bataille s'est terminée, parce qu'il faut rendre hommage aux patriotes qui étaient à l'intérieur et qui ont défendu bec et ongle avec acharnement maison leur par ville. maison. On a l'impression que c'est Stalingrad. Hein. Oui, on peut dire ça, oui. Donc, non seulement ils avaient derrière eux la longue histoire des résistances, de l'insoumission et du refus d'abdiquer face à l'invasion qui vient de l'extérieur, mais ils s'étaient préparés également de l'intérieur pour résister. Il faut dire également que les Français, ils ont réussi à prendre la ville, mais ils l'ont payé très cher. Ah oui. Il y a eu énormément de soldats d'élite qui ont péri, des officiers et des généraux. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, le fameux fort, l'endroit où est enterré le général Bouscarène, jusqu'à aujourd'hui, le fort à la Guatte, qui est situé, porte son nom. Le fort Bouscarène, tout à fait, exactement comme le fort Rondon. Qui a été grièvement blessé, qui est mort de ses blessures. Et qui a décédé après. D'autres ont été tués les premiers jours de la bataille. Il ne reste plus beaucoup de temps, je voudrais évoquer d'autres... Oui, non, ça passe trop vite, là. Je voudrais évoquer deux, trois choses. Alors, votre livre est dans un rédacteur est sous-intitulé « Ou le point de vue de Fromentin ». Ça, c'est important quand même, parce que vous allez étayer, vous allez chapitrer comme ça des morceaux choisis d'un ouvrage très peu connu chez nous, je ne sais pas pourquoi. Hein. Un été au Sahara, dans le Sahara. Dans le Sahara, oui, plus exactement. Parce qu'il faut savoir que Fromentin était non seulement un grand peintre orientaliste, hein, mais qu'il n'était pas écrivain, mais il était, je veux dire, chroniqueur. Voilà. Il écrivait des carnets de voyage. Hein. Tout à fait. Et il adorait, je crois qu'il est venu par 3 fois, même avec sa femme, en Algérie. Donc il décrit un petit peu ce massacre et cette prise de la ville, et on voit les morceaux que vous avez choisis, et lui il est sidéré, hein. Il se dit mais... Et en même c'est pas qu'il est sidéré, je dirais que c'est un bon journaliste d'investigation. Tout à fait. On peut dire ça. Comme il est peintre, j'avais l'impression, en lisant les pages que vous nous soumettez, d'un reporter photographe de guerre. Et comme il est peintre, il photographie des instantanés. Hein, il dit voilà. Il ne juge pas spécialement, mais enfin quand même il est gêné. Hein. Oui, il est un petit peu gêné, mais ça reste quand même, pour moi en tout cas, mais je pense pour d'autres aussi, le regard le plus objectif sur ce qui s'est passé. La chance que nous avons justement, c'est de disposer d'une, et c'est ça qui m'a pris beaucoup de temps dans l'écriture, dans l'écriture, quand j'ai commencé c'est la recherche en fait. Les documents, ils existent, mais il fallait rassembler, il fallait trier, il fallait étudier, il fallait l'écrire, mais pas avec le point de vue de l'autre, du vainqueur, parce que tout le problème est là. Et là, nous avons... malheureusement, c'est toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Oui, et là, nous avons la chance de posséder énormément de documentation sur la prise, mais écrite par eux. Ouais. Et dans cette masse de documents, nous avons la chance d'avoir ce livre qui s'appelle « Un été dans le Sahara » de Eugène Fromentin, qui arrive à la Guatte exactement 6 mois après sa prise violente, au mois de juin 1853. La ville est en ruine et les ruines sont fumantes. Le sang n'a pas encore séché et les corbeaux et les vautours les cadavres ne sont même pas encore enterrés. Pas encore, tournoyés autour de la ville. Et la puanteur était encore là, des corps en décomposition, en dépit de toutes les tentatives pour enterrer très vite les dépouilles, les morts.
en les jetant dans les puits de l'oasis et dans des fosses communes, mais ça ne suffisait pas. D'ailleurs, ça a fait dire un général, je le dis à un moment donné. Il y a une phrase terrible. Cette terrible phrase, lui dit, il voit que ça n'avance pas, il dit L'officier dit, bon, débarrassez-moi de tous ces cadavres. Oui. Et puis un officier lui dit, mais vous tuez plus vite qu'on peut. Exactement. On n'a même plus le temps de les enterrer. Mais en général, nous n'arrivons pas à enterrer les cadavres aussi vite que vous les faites. Bah, c'est clair. Donc, Fromentin arrive 6 mois après, rentre dans la ville et commence à nous décrire. Dans ce livre magnifique, gêné parfois parce qu'il est français quand même, bah oui. Mais il est aussi, j'allais dire, un peu, il est artiste, donc il est sensible à un certain nombre de choses. Et il commence à écrire ce livre, mais il ne nous a pas laissé que le livre, il nous a laissé aussi des tableaux de peinture et des dessins. Mais moi, je me suis appuyé sur le livre, sur d'autres documents, mais surtout sur le livre. Et pourquoi le titre? Parce que je dis toujours, ce livre, cet ouvrage est écrit à 2 voix. Ouais. Il y a ce que je raconte, moi, chapitre après chapitre, à travers les faits historiques attestés, mais aussi l'imagination. Parce que je disais, nous avons beaucoup de documents par rapport à ce que nous ont laissé les Français. Mais par rapport à la résistance de l'intérieur de la ville, nous n'avons rien. Il n'y a pas une seule phrase écrite, il n'y a pas une lettre. Donc nous ne savons pas comment s'est passée la résistance de l'intérieur avec Assated Ben Nasser Ben Chouhra ou Mohamed Ben Abdallah Telli Belkhal et compagnie. Nous ne savons pas. Nous n'avons rien. Donc il a fallu imaginer tout ça. Évidemment, comme tout récit ou roman, il fallait faire appel à l'imagination, inventer une histoire. Vous dites 2 voix, Lazari, moi je dirais 4. Hein. Il y a 4 voix. Je vais vous dire. Il y a les faits historiques que vous développez. Il y a donc, première voix. Oui. Il y a Fromentin. Oui. Deuxième voix. Oui. Il y a ce que vous mettez en appendice, les voix soit des généraux, soit des officiers, soit des anthropologues, etc. Troisième voix, les témoignages. Oui. Oui. Et la 4e voix, qui est totalement de votre imaginaire et qui est magnifique, c'est l'histoire de Saad ibn Saouda. Bon, ça, c'est le roman. Hein. Donc il y a 4 voix pour moi qui parlent de la ville et ce que je trouve très beau dans votre ouvrage, c'est comment vous avez pu entremêler sans qu'à un moment donné ça gêne le lecteur, en tout cas ça ne m'a pas gêné du tout, de suivre l'histoire. Les faits historiques, les témoignages, Fromentin, et puis cette histoire d'amour absolument magnifique qui finit, qui devient presque légendaire. Hein. Là, vous reprenez les Antalabla, les Hizia, Je renoue avec de toutes les façons. Mais c'est ce qui sauve la ville. Ben oui. C'est cette histoire d'amour. C'est ça qui sauve la ville. Moi, je trouve que tout à fait, parce que... sa spécificité, en tout cas. L'ouvrage commence au-delà du prologue et de la mise en scène pour montrer ce qui va se passer. D'ailleurs, j'ai adopté le style du cinéma américain, le fameux cinéma indépendant. On se rappelle tous, ceux qui se rappellent de cette époque, de Soldat Bleu, par exemple. Oui, Blue on Soldier. voit ce vieux qui est en train de... je me souviens la bataille, etc. Et puis on rentre. J'ai adopté ça. Le narrateur commence à dire... Vous confondez avec un autre film. Avec Little Big Man, pardon. Voilà. Mais Soldat Bleu, enfin aussi. Oui, c'est exactement ça. Oui. Mais Soldat Bleu, c'est dans la même veine. Little Big Man, d'ailleurs, j'en parle. Et donc, je commence par dire, écoute, je m'adresse aux enfants. Je leur dis, mes enfants, écoutez, je vais vous raconter une histoire. Mais en fait, j'adopte aussi le mode de chez nous, le mahajia. Raconter au coin du feu l'histoire. Avec la grand-mère. La grand-mère et tout. Et pourquoi cette histoire d'amour de Saad ibn Saouda? C'est des adolescents dans l'oasis. D'ailleurs, le premier chapitre commence par Saad qui est installé sous le bord et qui regarde son oasis. Il regarde en fait Zarzour, il regarde les étourneaux qui volent. Et c'est pour dire, mais c'est cet enfant-là qui aime une fille de l'oasis. Donc il y a une histoire d'amour qui se passe, comme il y en a plein dans le monde, etc., qui travaille dans le jardin, qui est heureux. Il n'a rien demandé. Et là, vous arrivez avec force et vous massacrez tout sur son passage, son amour, son oasis, ses jardins, sa vie. Vous massacrez tout. Pourquoi? Il n'a rien demandé. Il était heureux dans son... C'est un peu le vers paradis des amours enfantines de Baudelaire. Pourquoi vous massacrez? Et effectivement, la dimension humaine
ou qui humanise ces rapports. Parce que l'histoire, c'est ça. Si on raconte cette histoire selon le point de vue de l'historien, ça ne va intéresser que les gens qui y rentrent. Bien sûr. Mais raconter l'histoire du massacre d'une ville et de sa résistance à travers une histoire d'amour, c'est très intéressant. Écoutez, tout le chapitre où ça est juste là, comme ça, sur le promontoire, et décrit. Vous décrivez la ville, les jardins, les abricotiers, les dates. Il parle de son père qui lui donne tous les noms des dates, des différentes dates, etc. Et tout ça. Mais c'est montré avant cette journée fatidique qui a un nom. Hein. Tout à fait, Am al-Khalia. L'année de l'anéantissement. L'anéantissement. Jusqu'à aujourd'hui, on évoque cette année-là, c'est passé dans les mémoires jusqu'à aujourd'hui, même chez les jeunes et les moins jeunes. Quand on parle de 1852, immédiatement on vous dit Flawat Am al-Khalia. Khalia qui vient de Khlet, c'est-à-dire la ville. Mabqa fiha walou, Razi, oui. Mabqa fiha walou. Et heureusement qu'il y a ça. Hein, parce que sinon, ce serait soit un livre totalement didactique, puis à la limite, on se dirait, il avait qu'à mettre essai. Oui, tout à fait. Non, oui. Mais il y a l'amour que vous avez pour votre ville, telle qu'elle était avant ce massacre, tel que vous pouvez l'imaginer, tel qu'on a dû, vos grands-parents, ou que sais-je, qu'on m'a raconté. Ou qu'on vous a raconté, oui. Mais il y a beaucoup de mythes fondateurs, là, par exemple, l'histoire de Mas'ouda. L'autre Mas'ouda. L'autre Mas'ouda. La juive qui défend... non, pas la juive. Mas'ouda al-Harzliya qui va se battre parce qu'il y a eu des batailles entre les gens de la Gouat et Qasr al-Hiran. Et à ce moment-là, elle va sortir, cette jeune fille de 18 ans, très très belle, et elle va lâcher ses cheveux. C'est une tradition vieille chez les Arabes, lâcher ses cheveux et dire vous qui chantez ma beauté, etc., voilà, l'ennemi est au mur, il va prendre la ville. Si vous avez encore de l'honneur, venez me sauver, je vais me jeter dans le bras. Et vous êtes en train de fuir comme des agneaux. C'est pas croyable. C'est ce qu'elle leur dit. Mais retournez-vous, mais nous avons aussi l'autre femme, l'autre jeune femme, qui est, elle, juive, et qui va monter sur les toits de la Gouat et interpeller les Lagouatis parce qu'elle était Lagouati, elle est, comment dire, comme les Juifs de l'époque qui habitaient la Gouat, il faisait partie intégrante de la ville. Vous l'expliquez très bien. C'était des habitants de la ville. Elle va se lever et dire Warrakum yabni la Gouat, l'ennemi, elle parle des Français, va prendre votre ville. Défendez-la, ne les laissez pas la prendre, et ainsi de suite. Cette histoire, elle est authentique, celle de M. Ouda, on ne sait pas trop, mais ce sont ces mythes, j'allais dire mythes fondateurs, qui font aussi l'histoire. C'était une des villes où les trois communautés, mais les deux communautés les principales, c'est-à-dire la communauté musulmane et la communauté... Les musulmans et les juifs. Et les juifs vivaient en totale harmonie. Il n'y avait aucun souci. Et j'ai souvenir d'un documentaire sur les juifs de la Gouat, où j'ai appris que, incroyablement, pour montrer la différence, que quand il y a eu l'application du décret Crémieux, les juifs parce que quand il y a eu la déclaration l'application du décret Crémieux, il fallait que les juifs aillent à un bureau administratif afin d'avoir les papiers pour devenir français, n'est-ce pas? Mais il fallait faire l'acte, c'est-à-dire c'était pas automatique comme ça. Hein. Non, il fallait une démarche. Bon, et j'apprends que jusqu'en 1900 et quelques, 1901, 1902, 99,9% des juifs de la Gouat ne se sont jamais présentés au bureau administratif pour demander la nationalité française. Mais alors pour eux, c'était quelque chose qu'ils ne comprenaient même pas ce que ça voulait dire. Pour eux, ils étaient Larwatés, ils étaient de la Gouat, point barre. Depuis toujours. Absurde. Pour eux, absurde. Ils vivaient en harmonie avec les gens de la Gouat, donc musulmans et juifs. Je raconte même une histoire qui, quand je la dis, les gens sont étonnés. Je dis, et ça je l'ai vécu moi-même, c'est-à-dire jusqu'au départ des juifs de la Gouat, donc pendant la période française, donc dans les années 50, j'ai vécu ça. On les avait comme voisins, donc les juifs. Je raconte que pendant les années de disette, pendant les années dures,
les habitants de l'Arba, mais pas seulement, ramenaient leurs bébés chez les femmes, Oui, chez des femmes juives qui étaient plus à l'aise pour les allaiter. Oui. Et c'était ils étaient Donc, frères des de frères lait. de lait. Comme on dit, ils ont tété la même poitrine et le même lait, ils ont bu au même lait, ils étaient frères de lait. Par rapport à l'image dont on parlait, moi vraiment, et là je m'adresse à l'homme aussi, l'homme du cinéma ou l'homme du cinéma ou à l'acteur, ce dont je rêve, c'est de voir un jour un film réalisé. À chaque fois que je relis des passages ou que j'en parle, j'essaie de voir